Une histoire qui s'écrit, c'est une aventure qui commence. Max, obnubilé par la douceur du délice en pâte feuilletée qu'il mange en marchant, heurte une personne sur le trottoir, lui demande pardon. Elle le regarde, souriante, et lui dit dans une langue étrangère « Il n'y a pas de quoi ». Ses yeux verts comme deux lampes allumées l'éblouissent. Il la reconnaît, c'est elle. Il échange une pièce de 5 contre un jeton et monte sur le carrousel qui tournait au ralenti. Le visage de sa mère apparaît et s'illumine. Il déroule un nouveau parchemin et commence à le déchiffrer. C'est la naissance alors d'un mot, d'une phrase, d'une intonation, d'une page, d'un livre, et dès lors, pour moi, l'occasion et le plaisir, ce mardi 23 mars, d'accueillir pour vous, cher public des ondes, M. Marc Agron, à qui je souhaite la bienvenue à Saint-Maurice. Marc Agron, vous êtes né à Zagreb en 1963. À 19 ans, vous arrivez en Suisse et vous débutez des études de lettres modernes à l'université de Neuchâtel. Une formation de libraire, spécialiste en livres anciens, vous conduit tout naturellement à ouvrir en 1996 avec votre épouse la librairie Univers à Lausanne. Aujourd'hui, 3 passions au moins se partagent votre vie, l'art, les livres anciens et l'écriture. Sur le papier, sous votre plume, la mémoire prend la parole et mêle vos pas à ceux de vos personnages, dont le destin s'inscrit aussi un peu comme un reflet des lignes de votre main. Naît une œuvre, 3 romans publiés aux éditions L'Âge d'Homme, qui ont en commun d'interroger la mémoire, c'est-à-dire le rapport de l'homme au temps. 3 romans nés peut-être alors, comme l'écrivait le poète James Joyce, de cette vague musique de souvenirs et de noms qui semble s'éloigner de plus en plus, de laquelle se détache toujours une note d'appel prolongée, perçant comme une étoile le crépuscule du silence. Encore, 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 une voix de l'au-delà lance un appel. 2018, vous publiez Marc Agron aux éditions L'Âge d'Homme un très beau roman, Carrousel du vent. C'est l'histoire de Max, un peu la vôtre. Originaire de l'ex-Yougoslavie, Max a quitté son pays peu après la mort du maréchal Tito qui a suivi celle de son père Luka. Max est libraire, spécialiste en livres anciens. Le début de votre roman le met en scène pleinement habité par l'envie d'écrire et pourtant incapable de le faire. Elle hantait ses pensées depuis des années. Il la guettait à tous les coins de rue, dans les trains, au vernissage, aux concerts, aux messes, aux enterrements. Mais jamais il ne retrouva cette femme dont le regard lui avait dévoilé une bribe de son histoire, celle qui voulait écrire depuis tant d'années sans savoir comment ni dans quelle langue. Comment est né, Marc Agron, pour vous, le désir d'écrire ? L'écriture a toujours été là depuis, je ne veux pas dire tout petit parce que je n'étais pas très scolaire, j'étais plutôt cancre à l'école, donc je n'étais pas un grand lecteur ni envie d'écrire, de commencer à écrire. Mais les poèmes au début, au gymnase un petit peu, j'étais un peu le parolier d'un groupe de rock qui était un groupe comme ça, qui avait des paroles extrêmement simples. Et plus tard, à l'armée, je commence à tenir un journal. Et on est arrivé en Suisse aussi, un journal, d'abord en croate. Et ensuite, ça s'est naturellement passé. J'ai commencé à écrire en français. Mais d'abord un journal, disons, comme ce qui s'est passé dans la journée, etc. Et parfois des poèmes, mais c'était assez simple, mais c'était des choses assez naïves comme ça, disons, post-adolescence. Et des phrases, je ne veux pas dire des pensées, parce que ce ne sont pas vraiment des pensées, mais disons des pensées inachevées. Donc il n'y avait pas de projet d'écriture très tôt, ou parce que j'avais reçu un don, ou j'étais particulièrement doué, pas du tout, non. Voilà. C'est venu un peu plus tard. Max, grâce à l'écriture, remonte donc le temps jusqu'à l'enfance, et votre narrateur écrit « Il attache la chaînette de sécurité, puis monte dans les airs, tourne de plus en plus vite. Les cheveux au vent, il discerne les toits des maisons et les cours intérieures. Les rires se mêlent au haut le cœur des enfants qui poussent des cris. Certains veulent descendre de plus en plus vite. L'enfance cristallise tous les souvenirs évoqués. Autour d'elle danse toute l'histoire. Que doit aujourd'hui Marc Agron à l'enfant qu'il fut ?
Et un rêve, une peur d'enfant, un souvenir marquant de cette époque. Alors c'est vrai que le fait de travailler dans le livre ancien, je suis lié, non pas je ne suis pas passéiste, je ne regrette pas des temps anciens de façon, disons, d'un mélancolique. Probablement je suis un peu mélancolique, mais ce n'est pas quelque chose de négatif en l'occurrence. Et si l'idée d'écrire Carrousel du vent m'est disons apparue, c'était sous forme de fiction, parce que c'était plus facile pour moi d'évoquer ces souvenirs plutôt que d'écrire une biographie qui n'aurait aucun intérêt pour les gens, de dire je suis né ici, je fais ceci ou cela. Donc déjà le fait de choisir la fiction comme terrain, comme format, d'autres livres aussi, mais particulièrement celui-ci parce que c'était plus délicat, vu qu'il s'agissait d'une histoire assez autobiographique, même à 99% elle est autobiographique, eh bien il ne suffit pas parfois de changer les noms des personnages. D'ailleurs, avant que le livre soit publié, tous les personnages portaient leur vrai nom, parce qu'il me fallait vraiment que je sois un peu plus attaché au vécu, à la mort du père, parce que finalement c'est peut-être un livre pour la mère, mais c'est surtout un livre pour le père. Et le désir est né parce qu'il y avait des réminiscences, si vous voulez. D'ailleurs, le roman que j'écris actuellement s'appelle Réminiscences, et ça ne sera pas de nouveau la même chose, mais enfin, il s'agit toujours de fouetter la mémoire, justement, lorsqu'on ouvre un livre ancien, on voit une carte ancienne sur la Méditerranée ou sur la mer Adriatique ou l'Italie, ben, s'enclenche à ce moment-là le souvenir, justement. À ce moment-là, si j'étais peintre, peut-être j'aurais fait un paysage, ou un musicien une mélodie. Et comme j'écris, ben, c'est mettre un peu les phrases sur du papier. Alors, vous avez évoqué le père au cœur de Carrousel du vent, qui est une véritable chronique familiale dans la Yougoslavie de Tito, s'inscrit et la figure du père, un homme délicieux, un intellectuel, la figure du juge suprême, la sévérité personnifiée et sa mort accidentelle. Lentement, le carrousel entame sa ronde, le sol se dérobe. Max revoit son père, les pantalons retroussés, balançant les pieds dans la rivière où il l'avait si souvent emmené, là où un sycomore est penché comme s'il voulait boire, et où l'affluent commence à former un lac sur les rives duquel quelqu'un avait amarré des canaux rouges et bleus attachés par un piquet en bordure. Mâchouillant un brin d'herbe, le regard dans le vide à la recherche d'une trace qu'il a dû perdre, à quoi pouvait-il bien penser? La terre devient glissante, Max croit entendre une voix, il vacille, papa est mort. Pouvez-vous, Marc Agron, évoquer cette présence du père, de votre père, et quelle valeur essentielle il vous a léguée? Alors le personnage est vu donc, sous deux angles différents. Donc le garçon de 14 ans, 14-15 ans, et c'est lui qui a plus de 50 ans, c'est lui qui se souvient. Donc c'est un regard critique et un regard aimable, naïf. Naïf parce qu'en tant qu'enfant et quand on voit un père qui est aussi... C'est une figure vraiment qui prend beaucoup de place, n'est-ce pas? D'ailleurs, je parle que il est difficile de vivre à l'ombre d'un grand arbre comme lui, c'est-à-dire sa femme n'a quasiment pas existé à côté de lui en tant qu'autorité, si ce n'est en tant que grand amour, évidemment, et heureusement. D'ailleurs, on le voit dans le livre aussi. Et là, pas vraiment des valeurs, parce que finalement, on découvrira dans le livre que ce n'était pas un si grand homme que ça, mais raison pour laquelle il y a deux personnages qui l'observent. Celui qui se souvient aujourd'hui, celui qui écrit, il sait ce qu'il a fait, il sait comment il a vécu. Il fait sa connaissance presque davantage quand il est adulte, parce que lui aussi il vit des choses. Il est père aujourd'hui, il est parent. Et voilà, le carrousel tourne toujours. Et par contre, en tant qu'enfant, ben, c'est le grand, c'est quelqu'un de très puissant, qui a une très grande voiture dans un pays où les autres ont des voitures toutes petites, où on vit dans une maison où il y a beaucoup de choses, des fruits, des légumes, la télévision, les matchs, etc. Donc on a l'impression d'être vraiment un peu les rois du monde, mais ça c'est un regard que je voulais peindre, si vous voulez, parce que ce sont deux regards très différents. Donc il m'a transmis peut-être le désir de mémoire, et puis comme il était agnostique alors qu'il est né dans une grande famille catholique, je suis moi-même catholique, pas agnostique justement, mais critique. Je peux avoir un certain regard critique sur, non pas sur le monde, mais sur la foi ou sur les choses sur une certaine façon d'éduquer mes propres enfants aujourd'hui. Alors, s'adressant à son enfant, il y a ce très très beau passage
Vois-tu, fils, on dit que la hiérarchie est une échelle pour monter à un certain niveau de manière progressive, et pourtant, certains tombent du ciel dans des positions très hautes. Il suffit d'avoir la carte du parti pour gravir les escaliers qui mènent au sommet. Cela ressemble aux mots croisés. Certains avancent verticalement, d'autres horizontalement. Difficile de dire ce qui est mieux. L'horizontale garantit la sécurité, la verticale assure la montée, mais augmente aussi le risque d'une chute brutale. Certains essaient d'avancer par la diagonale, par la protection, d'autres par le cercle, les mêmes personnes occupant toujours les mêmes places de direction, tandis que d'autres sont fatalistes et se lancent au hasard dans un rodéo tout ou rien, puis ils se cassent les dents sur un gant de boxe à ressort que quelqu'un avait posé sur le bureau. Le pire, c'est que cette vermine proclame l'égalité naturelle entre les hommes alors qu'elle occupe les villas des beaux quartiers après avoir chassé leurs propriétaires légaux anticommunistes ou juifs. Et il termine en lui disant « Je t'autorise à être tout, même anarchiste, mais jamais communiste. Le seul vrai communiste que je connais et qui est allé au bout du raisonnement, c'est le Christ, mais observe ce qu'on a fait de son héritage. » Aujourd'hui, quels sentiments sont les vôtres à l'égard de ce pays que vous avez quitté tout jeune et comment qualifiez-vous la sonorité de vos origines dans un pays où vous êtes parfaitement inscrit? Je suis ravi que vous ayez choisi ce passage parce que d'ailleurs il m'émeut en vous écoutant. Oui, de nouveau la fiction, je reviens à la fiction parce que si j'avais voulu faire une critique du communisme, ce serait répéter un peu des choses que d'autres ont écrit beaucoup mieux que moi. Et je trouve que de nouveau la fiction permet d'avoir un regard critique, ou en tout cas avoir une certaine, non pas ironie, mais une satire si vous voulez. Et quand il dit je t'autorise à faire tout, être tout sauf cela, c'est qu'effectivement les communistes, on pourrait observer ça aujourd'hui, et disons, vous tirez le parallèle avec des gens à qui on fait peur, du coup on a peur et puis on reste ce qu'on est. Les gens m'ont souvent demandé comment le communisme a pu rester 40 ans, comment une dictature peut rester très longtemps. Eh bien, il suffit de faire peur aux gens. Je dirais, je ne veux pas faire le parallèle avec ce qu'on vit actuellement parce que je ne suis pas complotiste. Enfin, il y a toujours dans une société des gens que ça arrange, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur paye des vacances, qu'on leur donne un appartement. Et puis finalement, si vous voulez, il faudrait inverser la pyramide, si vous voulez. Il faudrait que la société soit une pyramide mais inversée. Et malheureusement, une société communiste est une société qui est royaliste finalement d'une certaine façon, parce que les gens qui sont tout en haut se comportent comme des rois, mais ils n'ont rien hérité. Ils ont en général dépossédé des gens de leurs biens. Je parle d'un pays qui était très libre, hein, un pays où on avait un passeport, où on allait à Trieste régulièrement, en Autriche, etc. Donc on était par rapport aux vrais gens de l'Est, les Tchèques, les Slovaques, les Bulgares, les Polonais, déjà un pays occidental. Mais dans ce pays-là, en l'occurrence mon père était un capitaliste qui gagnait très bien sa vie, qui faisait ses affaires entre l'Italie, l'Autriche et la Yougoslavie, mais il soudoyait beaucoup des gens. Évidemment, pour que ça marche, mais il fallait qu'il soit assez malin et finalement ça a très bien fonctionné puisqu'il les avait tous dans sa poche, etc. Et puis il pouvait beaucoup payer, si vous voulez, cette liberté, payer cette possibilité d'être ce qu'il est. Et puis, en tant qu'enfant, je ne le voyais pas, mais en tant qu'adulte, aujourd'hui, je le vois. C'est pour ça que je crée ces deux personnages qui sont Max petit et Max grand, finalement, qui a un regard sévère sur la chose. Ceux qui viendront plus tard, quand ce pays disparaîtra, si vous voulez, ben là, ça va dans l'extrême opposé. Du coup, les gens sont un peu fascistes. Hein. Dans le roman, je donne une scène d'une locomotive qui est remplacée à la gare de Zagreb, qui est une chose terrifiante. Eh bien, ça peut s'observer aujourd'hui dans la Russie et par rapport à l'Union soviétique, en Hongrie, qui sont quand même, les Hongrois étaient quand même des gens extraordinaires qui ont été reçus en Suisse, partout dans le monde. Et aujourd'hui, le pays qui ne laisse pas entrer les étrangers dans ce pays, c'est quand même le président hongrois. Donc c'est un peu, si vous voulez, le mot révolution veut bien dire révolution. La révolution, c'est revenir où on était au départ, le cercle, c'est ça. Et si le carrousel tourne régulièrement, c'est parce qu'on revient à peu près, malheureusement, au même endroit. Alors, les livres font partie de l'univers de l'enfant. Le père de Max possédait une trentaine de livres. Le soir, après le dîner, il en prenait un au hasard pour réciter à haute voix des passages qu'il connaissait par cœur. Il fallait être attentif, car à tout moment, il pouvait, à la manière d'un tragédien, s'immobiliser et désigner du doigt celui qui devait déclamer au moins la dernière phrase.
La mère souriait doucement, occupée à débarrasser la table, préparant les cafés pour les amis qui pouvaient arriver à l'improviste. Dans son roman Lutetia, Pierre Assouline, évoquant un client de l'hôtel riche en disques, gravures et livres, lui fait dire « Ce qui compte, ce n'est pas de les avoir lus, mais de vivre en leur compagnie. Ils m'accompagnent, je les accompagne. » Aujourd'hui, Marc Agron, vous qui êtes entouré de livres, les vôtres et ceux des autres, avec quel auteur du passé aimeriez-vous partager un moment de conversation et un auteur, un livre qui vous a marqué enfant? Alors, si je devais choisir un moment pour passer du temps avec un auteur, donc ça serait par exemple Albert Kosri, que j'aime beaucoup. Albert Kosri, qui est un Égyptien qui a vécu à Paris pendant 60 ans dans la même chambre d'hôtel, la Louisiane. Il est arrivé à Paris à 30 ans, il est mort à 93, je ne sais plus, et il a écrit 5 livres. On lui a dit 5 livres, c'est quand même pas beaucoup. Bon, il avait une vertu absolue, c'est de ne rien posséder et de ne pas travailler. C'était un homme qui a réussi à ne pas travailler et de ne jamais rien posséder. Alors, il avait un regard extraordinaire sur la société égyptienne. Tous les livres qu'il a écrits se passent en Égypte. Et je pense que j'aurais bien aimé le rencontrer. J'aurais pu en fait le rencontrer parce qu'il traînait entre le Café Flore, le Demago et je ne sais plus encore un autre bistrot qui s'appelle Chai. Et puis toute la journée au Jardin de Luxembourg. Toujours habillé très... Oui, toujours habillé très, très, très élégant, comme ça, un homme vraiment magnifique. Et je me dis, mais c'est vrai que j'aurais pu le rencontrer, mais je ne sais pas où. Voilà, je ne sais plus ce que j'aurais dit, probablement qu'il ne m'aurait pas parlé parce que c'était quand même quelqu'un de très comme ça, noble. Donc voilà, j'aurais aimé le rencontrer, lui parler, comme quelqu'un qui écrit à partir de mes 30 ans, etc. en français. Dans ma jeunesse, non, parce qu'en fait, je ne lisais pas beaucoup, c'était ce qui était obligatoire à l'école. Et puis en général, je me débrouillais toujours pour que mes frères et sœurs lisent un peu à ma place, et puis ils me résumaient extrêmement bien. J'ai même passé des examens sur les livres que je n'avais pas lus. Et puis ça se passait assez bien, je fabulais, j'arrivais pas, je voulais faire du sport, je voulais faire un peu de la musique avec les copains, mais en général, ma sœur avait lu les livres à mon moins, et puis elle me disait qu'il fallait faire ceci ou cela. On avait effectivement dans la bibliothèque de mon père des poètes russes, mais il était le seul à lire parce que ma mère ne lisait pas. Et puis on ne lisait pas beaucoup dans la maison en fait. Quand je dis qu'il y a 30 livres, vraiment c'était 30 livres ou 40, mais pas une bibliothèque. Moi j'ai 12 000 livres, vous voyez, c'est tout à fait un autre monde. Alors précisément, Max devient libraire, vous êtes libraire. Il aimait se plonger dans les livres anciens, particulièrement les relations de voyage. En les consultant, il s'imaginait matelot ou capitaine, voguant dans des contrées éloignées où l'on parle d'autres langues, aux sonorités proches de la sienne, où l'on pratique d'autres coutumes, voisines de celles de son enfance. Impossible donc de ne pas penser, de ne pas évoquer votre propre parcours. Jean-James Vibert flaire la passion et beaucoup de sensibilité chez vous, qui avez à peine 30 ans. Il vous emmène en voyage à Paris pour acheter des livres anciens, chiner, chercher, chiner encore, humer, palper, estimer. Et vous dites, il fermait les yeux et pouvait sans jamais se tromper nommer une reliure. Celle-ci est un cuir de Russie, celle-là une peau de chagrin, cette autre une peau de truie si solide qu'elle survivrait à une catastrophe nucléaire. Cette dernière est un parchemin vieux de 500 ans. Marc Agron, pouvez-vous, au travers de ce lien avec Monsieur Vibert, définir l'autorité du maître? Alors, je ne sais pas si ça a été un maître pour vous, mais la relation qui vous a unis et qui a nourri aussi votre passion. Alors, j'aime le mot maître parce que c'est un mot qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'utiliser beaucoup, puisque maître, c'est l'autorité, et s'il y a maître, il y a l'élève. Et moi, j'ai l'idée de savoir que M. Vibert a été mon maître, c'est non seulement une fierté, mais je le dis avec beaucoup de fierté. Et surtout, c'était aussi disons, quelqu'un qui avait appris son métier, disons, sur le tas, même si c'était un libraire. Il était fils d'un grand sculpteur, Vibert, d'un musicien aussi. C'était des gens qui étaient des notables à Genève. Il y a une avenue Vibert, d'ailleurs, à Carouge. M. Vibert avait dit... au lieu de me donner une avenue, il aurait pu me donner un appartement, parce que la ville de Genève leur a donné une rue, puis lui, il vivait très modestement, il avait des livres et pas grand-chose d'autre.
Et quand il a flairé, non, j'avais vraiment envie de travailler dans le livre ancien parce que j'ai eu la chance d'arriver chez Marguerat dans les années 90 et il y était et effectivement il estimait qu'on n'apprenait pas grand-chose. Bon, à l'école peut-être, mais à l'université pas forcément, mais que pour apprendre le livre ancien, c'est pas parce qu'on connaît l'histoire ou la géographie ou la philosophie qu'on sait, on est libraire de livres anciens. Un livre, il faut l'avoir entre les mains, il faut le feuilleter, le lire un peu quand même. Et il aimait beaucoup, justement, il savait la valeur des livres directement, non pas seulement marchande, mais la valeur par rapport à la rareté des livres. Et ça, il m'a transmis par la répétition, si vous voulez. C'est comme si on avait pris un instrument, puis qu'on jouait 1000 fois un peu la même partition. Et on finit par, moi aussi, je finis par avoir le livre en main et savoir que c'est du chagrin, du parchemin, ou je disais de la truie parce que c'est un peu impressionnant. C'était une peau qui est effectivement très on voit, j'imagine que dans cette ville, à Saint-Maurice, il doit y avoir des rayures en parchemin et en peau de truie, beaucoup, j'imagine, les Bibles anciennes. La bibliothèque de l'abbaye, oui, voilà, certainement. Et ça, c'est quand on parle de livres anciens. Pour le reste, effectivement, le livre neuf ne l'intéressait pas. Ce sont des nouveautés, des livres, chaque année, c'est des piles de livres comme ça. Tandis que les livres anciens, déjà par rapport à la bibliothèque, il estimait qu'on avait un rôle plus important à jouer que les bibliothèques parce que les livres circulaient, c'est-à-dire on était des passeurs. Quand on a un livre rare, le livre rare repart chez quelqu'un. Dans une bibliothèque, on doit le rendre. Donc c'est le désir de posséder quelque chose de rare. Je collectionne des Candides, par exemple, de Voltaire. Eh bien, il m'a beaucoup aidé à augmenter ma collection de Candides. J'en ai, je sais pas, 100. C'est toujours le même texte, mais c'est toujours dans une autre édition, illustrée par quelqu'un d'autre. Et c'est cette passion-là, c'est la bibliophilie, qui peut devenir la bibliomanie ou la bibliodépendance. Donc il y a différents stades de la bibliophilie. À part ça, aujourd'hui, quand vous allez chercher des livres, comment ça se passe? Enfin, vous avez des lieux, enfin c'est comme les champignons. Ah non. Non, au début, je mettais même des annonces il y a 25 ans. Aujourd'hui, je suis assez connu. Les gens, quand il y a une succession ou une vente aux enchères, je vais rarement, mais disons que en général, les gens savent que soit je viens estimer des livres pour l'État, pour une institution, pour une famille, soit des gens qui doivent vendre pour des raisons économiques ou parce que justement, ce n'est pas leur genre. Quelqu'un a hérité une bibliothèque, ils sont médecins et leur père était disons, littéraire et ça ne les intéresse pas de les garder. À ce moment-là, j'estime la bibliothèque et si j'estime qu'elle est intéressante pour moi, je l'achète et finalement on fait un catalogue et ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps. Oui, je pensais. Le poète Ludwig Hohl, parlant du travail de l'artiste, laisse échapper cet aveu. Il courait le monde pour trouver des couleurs, mais son choix ne touchait jamais juste. Tout était compliqué, rien n'était vivant. Les bonnes couleurs, il ne les trouva que du jour où il se mit à écrire avec son sang. Dès lors, ce fut simple. Ça m'a fait immédiatement penser à ce que vous faites dire à votre personnage évoquant le récit qu'il écrit. Son histoire est sans queue ni tête, gribouillée, mâchouillée, décatie, fleurie, déshabillée et revêtue. Il était à la recherche de la phrase juste, d'une couleur adéquate, d'une sonorité agréable à l'ouïe, et voilà qu'il lui faut fermer le cahier, arrêter de déchiffrer les palimpsestes du parchemin. Comment qualifiez-vous le style? Alors, le style le mien ou en général? En général, et puis le vôtre. Alors, disons que je m'attache davantage au style qu'à l'action. C'est pas pour rien que je n'écris pas des romans policiers. J'ai du respect pour les gens qui savent faire des romans policiers, qui savent construire une intrigue. Moi, d'abord, je ne sais pas le faire et vraiment, ça ne m'intéresse pas. De même que pour ma lecture, je ne lis jamais un livre pour passer le temps. Vous savez, des fois, on dit j'ai acheté un roman de gare. Ça n'existe pas pour moi, le roman de gare. Si je lis, ce n'est pas pour passer du temps, c'est pour éventuellement apprendre quelque chose ou passer du temps avec quelqu'un. Et si, c'est un peu cruel, mais disons, si je vois que dans les 10 premières pages, il n'y a justement aucun style, mais style qui me convient, c'est que je reviens de nouveau à la musique, si vous voulez. On ne peut pas écouter du bruit qui vous casse les oreilles. Et je peux écouter du rap, je peux écouter de la musique classique ou du jazz, mais il faudrait quelque part que ça plaise à mon oreille, si vous voulez. Alors le style, lorsque j'écris, puisque je ne suis pas particulièrement doué tout seul pour écrire, en plus c'est pas ma langue, enfin c'est ma langue, mais disons que c'est une langue étrangère, que j'aime infiniment, eh bien c'est vrai que chaque livre a une cinquantaine de versions. Si vous voulez, avant que ça soit publié,
C'est pas que je rajoute du style après ou que je cherche un style particulièrement compliqué, mais disons qu'il y a un accent probablement, il y a une certaine tendance à... Je suis d'origine slave, donc mes phrases sont peut-être un tout petit peu différentes de celles des germaniques ou des gens qui sont anglo-saxons, mais c'est quand même du français, si vous voulez. C'est à ce moment-là que les lecteurs peuvent, ou pas, trouver qu'il y a un certain style, parce que je pense que tout acte d'écrire, c'est déjà de la poésie. Mais pourquoi écrire en français finalement et pas dans votre langue? Et est-ce que vous pensez en français? Alors, comme je vous disais au début, mon journal, à un moment donné, n'était plus écrit en croate, mais en français. Et à ce moment-là, la langue française est devenue ma langue d'expression, de rêve, si vous voulez. Je pense qu'on commence à maîtriser une langue quand on commence à rêver dans cette langue. À part lorsque je rêve de mes parents, toujours tels qu'ils étaient quand ils sont morts très jeunes, je pense qu'en général, toute ma vie, toute ma pensée se passe en français. Donc, c'était pas un choix. D'ailleurs, quand on parle maintenant de traduction, parce qu'il y a des projets de traduction en anglais, en allemand et en croate, et on me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Et c'est absolument impossible, parce que je ne suis pas écrivain croate. Je ne peux pas écrire ce livre en croate. C'est impossible. Alors, tout à la fin du récit, pour quitter Carrousel du vent, Max confie ses manuscrits à sa sœur. Émue, elle les lira. Elle sera curieuse de savoir si les oublis sont volontaires ou si la mémoire, privée de réservoir comme source d'inspiration, est coupable de ses lacunes. Max avouera qu'il ne sait pas. Il lui dira qu'il appartient à ce pays par la distance qu'avait établi le temps, cet espace, une sorte d'entre-deux qui parfois s'est déchiré, qu'il a voulu peindre avec des mots. Mais cette terre possessive ne lui pardonne pas sa longue absence et ses oublis. La sœur parlera, il écoutera, il blêmira. La mémoire et l'oubli reviennent constamment sous votre plume. Quelle part de vous et des vôtres, Marc Agron, laissez-vous dans vos ouvrages? Et quand un ouvrage porte, vous avez parlé d'une quasi-autobiographie, porte autant des nôtres, est-ce qu'on le défend différemment devant le public? Alors, pour ce livre-là, la part personnelle est, j'ai envie de dire, totale. Hein. Dans d'autres livres aussi, c'est toujours un des personnages qui est probablement moi. En général, c'est les critiques d'art, parce que dans tous les livres, il y a un vernissage, et c'est du nouveau l'autocritique, puisque je pratique le métier de galeriste aussi. Donc, oui, je ne dirais pas qu'on lui laisse une partie de soi-même, mais je ne pense pas qu'on puisse écrire avec une distance, à moins que ce soit une commande, si vous voulez. Si quelqu'un me disait, les romans policiers, je reviens à ça, marche très bien, écris-en un, mais je l'écrirais peut-être très mal, mais ça serait assez mécanique, si vous voulez. C'est pour ça que je disais que c'est au dernier moment que je change des noms des personnages, parce que justement, je me sens très, très, très imprégné. Lorsque j'ai décrit la scène de la mort du père, qui est sur 1 page et demie, ou 2 pages, ben c'est exactement le temps, si vous voulez, que prend l'annonce de la mort, si vous voulez. Depuis le moment où le policier sonne à la porte jusqu'au moment où la mère s'évanouit, ça vous prend à peu près 3-4 minutes. Et en lisant cette page, ça prend environ 2-3 minutes aussi. Donc il y a véritablement une mise en abîme, si on veut prendre ce cliché comme ça, que souvent les écrivains utilisent, mais c'est quand même c'est assez corporel, si vous voulez. Alors en 2020, vous publiez Rêver d'Alma. C'est l'histoire de Maximilien, d'abord critique d'art, devenu ensuite garagiste, finalement abandonné par sa compagne Alma, perdu dans sa vie et reclus dans son appartement, il n'est plus rien. Au cœur de votre roman, une Chevrolet, modèle Impala, et c'est elle qui débute presque le roman. Quand la rumeur se répandit que le locataire du 3e étage du 36 rue des Tilleuls avait installé une voiture décapotable dans son salon, les réactions furent vives et contrastées. Certains jugeaient l'homme fou et craignaient un incendie. Les personnes qui le côtoyaient imaginaient que cette installation n'était finalement qu'une nouvelle preuve d'art et que de toute évidence, son propriétaire souhaitait lui trouver une fonction au-delà de l'esthétique. C'est avec elle et sur une question des psychologues que le lecteur tourne les dernières pages. Trêve de discussion, dites-moi plutôt pourquoi de cette voiture, pourquoi? Parce que la mémoire oublie et que nos cellules se souviennent. Nos cellules,
Mais comment avez-vous fait pour introduire cette machine dans votre séjour, cet insensé, au 3e étage de surcroît, c'est impossible. Vous l'avez monté pièce par pièce, je crois rêver. Ce n'est pas vous qui rêvez. Comment est née l'idée de ce roman, Marc Agra? Alors, vous voyez, on laisse toujours une part de soi-même dans les livres. On est à 36 séries d'étoiles, c'est là que je suis né. Et pourtant, la voiture, c'est vraiment pas moi, ce personnage n'est pas du tout moi. Enfin, il y a toujours une part dans Carrousel du vent, le garçon qui joue devant sa maison, il est devant la rue d'étoiles 36 aussi, c'est d'ailleurs la taille des chaussures de sa mère. Donc voilà, on s'aime. Et puis, La mémoire des cellules, c'est forcément le premier roman. Donc j'aime cette idée voilà, du nouveau des carrousels, des choses qui circulent dans la tête, parce que la mémoire n'est jamais complètement linéaire, et Dieu merci. Donc l'idée n'était pas au départ, si vous voulez, ça c'est mon premier livre que j'ai écrit dans les années 95, 6, 7, non, plutôt 4, qui était beaucoup refusé. Il n'avait justement pas ce style-là, il avait un autre style, et je n'avais pas l'âge que j'ai lorsque je l'ai publié. C'est un livre qui a été lu d'abord par Agatha Christophe il y a très longtemps, parce que j'avais fait un peu de théâtre avec elle, dans une troupe de théâtre qu'elle avait avec 2 autres comédiens. Et elle avait beaucoup ri, parce que c'était un livre qui était vraiment assez drôle, comme ça, c'était que des scènes cocasses, comme ça. Et le livre a été refusé par beaucoup d'éditeurs, et finalement je l'ai un peu mis de côté, jusqu'au jour où justement j'ai décidé de le ressortir 25-30 ans plus tard, avec l'expérience qui était la mienne. Et du coup, il a reçu une part de... C'est un ouvrage, si vous voulez, où il y a beaucoup de satire, en fait. Satire du monde, du nouveau de l'art contemporain, de gens qui prétendent soigner des gens, mais ils sont peut-être plus fous que ceux qui doivent soigner. Et puis la meilleure manière était justement, non pas de dénoncer quelque chose, mais du nouveau, entrer dans la tête d'un homme qu'on croit malade, il est probablement aveugle. Et puis, du nouveau, un peu comme les 3 autres livres, c'est la chronique d'une absence, si vous voulez, l'absence du père pour le carrousel, l'absence dans le mémoire des cellules de cet enfant, et puis ici, c'est de cette femme finalement, parce qu'Alma, je ne sais pas si on parlera de mémoire des cellules, mais enfin, Alma est un peu partout. Alma, c'est un personnage, elle n'existe pas, mais disons, c'est de nouveau, pour moi, un nom, elle aurait pu s'appeler Françoise, peu importe, elle n'existe pas, Alma. Enfin, Alma, c'est toutes les femmes et aucune des femmes, si vous voulez. C'est peut-être même pas une femme, c'est peut-être un personnage, si vous voulez, c'est l'absence. Hein. Et quand il ne vous reste plus rien, il vous reste ce que cette personne vous a laissé, ou un objet, en l'occurrence, c'est une voiture. Pourquoi pas? Puisque c'est du nouveau l'art contemporain, si vous voulez. N'oublions pas que Bertrand Lavier a fait sa fortune avec une voiture qui s'appelle Alfa Romeo Giulietta, qui est en plein cœur de centre Georges Pompidou, qui est une œuvre d'art, si vous voulez. Alors, raison pour laquelle les gens naïvement se demandent est-ce que vous avez monté cette voiture en tant qu'une installation ou il y a autre chose. Il se trouve que Maximilien, de nouveau, il s'appelle Max, allume cette voiture. Et c'est là, ça pose un problème, effectivement. Et c'est dans cette voiture qu'il a regardé des films avec Alma, et c'est dans cette voiture aussi qu'il lise des livres, enfin, etc. Donc là, il y a toujours l'idée quand même que l'objet ramène au souvenir. Oui, c'est une symbolique, si vous voulez. Ça aurait pu être de nouveau un instrument, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus simple, puisque n'oubliez pas que dans cette voiture, il y a quand même une boîte qui est posée sur le... C'est la seule intrigue du livre, si vous voulez. Alors là, un petit roman policier, si vous voulez, qui est là, et tous ceux qui viennent rendre visite à Maximilien, et il leur dit « asseyez-vous là, mais ne touchez pas la boîte ». Et si vous voulez, j'espère que le lecteur se pose la question, ce qu'il y a dans cette boîte. Mais du nouveau, toutes ces choses-là, si vous voulez, ce sont des paraboles. Hein. Alors précisément, on prend Maximilien pour un fou, donc il est visité par des psychologues qui lui conseillent, en fait, qui l'ont chargé d'écrire. Le sommeil me surprend plume à la main, j'ouvre un œil, je me redresse, une mouche s'est posée sur ma page, a répandu l'encre fraîche et formé un dessin, des traces de sang bleu sur une feuille blanche, ruisseaux colorés sous forme de cathédrale, tantôt à gauche, tantôt à droite, des vagues échouées. Fatigué, l'insecte s'est aventuré sur ce terrain marécageux, couvert de mots insensés. La vie ne suffisant plus, alors vous m'avez poussé à l'écrire pour que ces mots deviennent histoire, pour que ces rêves à leur tour se fassent réalité et que l'on puisse dire « Tiens, ça me rappelle quelque chose ». Donnant libre cours à ma plume, décidé à laisser une trace,
Je saisis le présent qui, à peine transcrit, devient passé. Une page se tourne, le livre se referme. Tel un funambule, je cherche l'équilibre sur une corde tendue, prête à se rompre à tout instant. Alors j'ai deux questions. Comment se déroule pour vous le travail d'écriture? Comment est-ce que vous faites un plan, etc. Et puis la deuxième question, plus délicate, est-ce que pensez-vous que l'écriture est donnée à l'homme comme une chance de se sauver lui-même ou de transcender des souffrances ou de s'expliquer le monde? Alors je réponds d'abord sur la deuxième partie de la question. Je pense sincèrement que l'écriture, je ne sais pas si elle va sauver le monde, mais enfin, s'il y a quelque chose qui va rester, c'est quand même l'écrit. J'imagine que les paroles comme ça s'en vont, et puis l'écrit, ce qui est imprimé, restera. Mais ça, c'est encore un cliché. Je pense que... oui, pour ma part, c'est peut-être une... J'ai un ami psychiatre à qui je dis chaque fois qu'il faut vraiment que cette année qu'on prenne rendez-vous. Vraiment, il faudrait qu'une fois dans ma vie, je fasse ma psychanalyse, etc. J'ai plus de 50 ans, il est temps, etc. Donc on me le dit d'ailleurs, vas-y, essaye, tu en as vraiment besoin. Et il me répond à chaque fois, non, toi tu écris, c'est bon, tu fais ta psychanalyse toi-même, parce que d'ailleurs il a lu mes livres, et puis là il était un peu vexé pour ce livre-là, parce qu'il est dans le livre, hein, c'est le psychiatre qui aimait les serpents. Mais c'est un homme délicieux d'ailleurs. Pour ma part, oui, je ne sais pas du tout parce que j'ai besoin d'une thérapie, mais j'espère que ceux qui lisent en tout cas se sentent bien et sortent de là, non pas enrichis, mais en tout cas qui se sentent bien. J'ai reçu un mail maintenant d'une jeune lectrice d'ailleurs, qui me disait Maximilien a rêvé d'Alma, puis il a rêvé Alma. Et j'étais très surpris parce que cette jeune femme avait 28 ans, quelque chose comme ça. Et elle a fait la distinction entre rêver d'Alma et rêver Alma. Et j'ai trouvé ça assez beau que moi-même je ne me suis pas rendu compte. Finalement, dans le roman, à un moment donné, on parle d'une femme qui est absente, qui n'apparaît quasiment jamais, et qui, pour moi, quand je dis c'est une parabole, c'est toutes les absences, si vous voulez. Et quand quelqu'un est absent, quelque chose reste, justement. Et l'objet peut rappeler, en l'occurrence c'est une voiture, mais comme je dis, ça aurait pu être un instrument. Donc je pense qu'il y a probablement une certaine thérapie. Maintenant, je reviens à la première question. C'était comment se passe votre travail d'écriture? Tout bêtement. Moi, j'écris toute l'année, évidemment, où que je sois, mais je ne suis pas suffisamment doué pour écrire dans les bistrots. Vous voyez souvent ces écrivains, des poètes qui écrivent partout, et ils savent très bien ce qu'ils font, etc. Ça, c'est des gens qui ont reçu un talent comme ça. Moi, je ne l'ai pas du tout. Pour moi, c'est vraiment j'ai de la chance de pouvoir écrire à différents endroits. Et quand un livre commence ou se construit très très fortement, à ce moment-là, j'essaie de partir de là où je vis d'habitude, et j'ai de la chance de pouvoir vivre à différents endroits. Et vraiment, c'est pas une boîte de chaussures malheureusement, mais enfin c'est un tas de feuilles comme ça qui s'ajoutent et qui sont non pas des pensées, mais des choses entendues, prises au hasard, etc. Et là, actuellement, je prends tout ce que j'entends par rapport au départ de quelque part. Mon personnage partait aux États-Unis, etc. Donc, je m'intéresse maintenant à un bateau qui traversera l'Atlantique au Havre. Eh bien, je note tout ce que je peux. Je suis en train d'écrire sur ces cabines, comment ça se passe dans les cabines. Et puis, quand je vois une scène cocasse, genre, j'ai entendu l'autre jour une dame qui disait qu'elle aimerait bien partir en avion, mais qu'elle ne peut pas parce que son mari ne supporte pas l'avion. Puis ça m'a donné l'idée que mon personnage rencontrera quelqu'un sur ce bateau, parce qu'il partira à New York en bateau, et cette femme sera là, mais son mari dormira tout le long du voyage dans la cabine, et mon personnage lui demandera, mais votre mari alors, pourquoi fait-il ce voyage dans la cabine? Et il lui dit, mais parce qu'il ne supporte pas le bateau. Et il lui dit, mais bon alors dans ce cas-là, il fallait prendre l'avion. Et elle lui répond, mais moi je ne supporte pas l'avion. Du coup, comme on est plein dans le féminisme, là, de temps en temps, c'est juste comme ça pour dire qu'il y a un des deux qui gagne. Alors ils ont tiré à courte paille pour savoir lequel des deux dormira, prendra le cachet. Si vous voulez, les scènes peuvent être cocasses, mais je me nourris un peu de ce que je vois, ce que j'entends. Et puis je prends ces notes, et à partir de là,
j'écris mon roman. Mais là, il y a une structure totale parce que je sais la fin de mon livre. J'ai présenté ce projet à la ville de Lausanne, je ne sais pas, pour lequel j'avais reçu une bourse à la création littéraire. Donc je sais la fin de mon livre. Pour Rêver d'Alma, non, parce que je savais juste que j'allais entrer chez un bonhomme qui vit seul, hein, où cette femme est partie. Puis une fois que je suis dans son appartement, mais les choses reviennent un peu au fur et à mesure que l'écriture avance. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues dans ce livre-là. Et puis il y a des réécritures, comme vous avez dit. Pour moi, oui, parce que moi je ne suis pas, comme je ne sais pas de la fausse modestie, mais vraiment pour moi, mon pauvre éditeur doit beaucoup travailler avec moi à la fin, parce que je suis... je ne suis pas très bon en fait. Il y a des fautes, comme ça, des choses. Tout d'un coup, on devine que je me suis lancé dans un temps qui n'est pas bon dans la concordance des temps. Donc, oui, je pars tout d'un coup dans une pensée ou digression, parce que finalement, c'est une suite de digressions, si vous voulez, un roman. D'autant, pour moi, c'est pas Proust évidemment, parce que je ne digresse pas pendant 60 pages, mais disons, parce que le roman fait à peine 200 pages. Mais disons que, pour ma part, je dois beaucoup réécrire. Ouais. Et c'est pratiquement, je dirais que le livre, je l'ai écrit en 6 mois et je le finis pratiquement pendant 1 année et demie, 2 ans. Ouais. Alors, avant d'arriver à Mémoire des cellules, jour et nuit se confondent, le mouvement du temps m'échappe, la lumière s'infiltre de toutes parts, les visions s'enchaînent à l'allure vertigineuse d'un carrousel. Étourdi, je revois Alma, jeune encore et pourtant déjà femme, dansant autour de moi au rythme d'un orgue de barbarie, activé par un aveugle au regard halluciné, lançant des pétales de rose sur mon visage, riant et balançant ses bras pour attraper le vent, pour essayer d'en deviner la couleur. Je lui dis que le vent n'a pas de couleur, elle dit que tout a une couleur, le vent aussi. La vue me revient parfois, je vois les formes par les visages, mais je devine certaines expressions. Alma, immobile comme une statue, figée mais souriante, les cheveux offerts au vent, assise à côté de moi sur le siège avant de la voiture décapotable. Elle ne parle pas, elle rit, elle ne pleure pas, elle chante, elle ne marche pas, elle danse. Magnifique page qui clôt votre roman. Dans un très bel essai sur la nostalgie, Barbara Cassin, au travers des grandes figures de l'histoire, de la mythologie, Ulysse, Énée ou Hannah Arendt, s'interroge sur le rapport de l'homme au temps. Et elle évoque Ulysse qui désire retrouver sa terre natale. Elle écrit alors « La nostalgie, c'est ce qui fait préférer rentrer chez soi, quitte à y trouver le temps qui passe. La mort est pire, la vieillesse, plutôt que l'immortalité. Tel est le poids du désir. » Vous, que pensez-vous? Vous avez évoqué tout à l'heure la nostalgie. Que pensez-vous du temps qui passe? Alors justement, oui, je trouve magnifique cette idée d'Ulysse, même si on interprète ça de différentes manières. On pense aussi qu'il n'avait pas envie de rentrer parce que les vents étaient contraires, parce qu'on n'avait pas encore inventé les bateaux qui permettent de rentrer au port. Quoique les Phéniciens les connaissaient déjà, c'est cette manière de rentrer. Mais là aussi, c'est toute une parabole. Pourquoi Ulysse n'arrive pas à rentrer dans le port? Pourquoi il met 7 ans pour rentrer, etc. Moi, je traite pas de façon directe, mais disons, il y a l'idée du retour ou pas, mais je le dis dans un autre livre, que finalement, cette langue ne vous reconnaît pas et elle trouve que vous avez chopé, attrapé en tout cas un accent, que vous n'êtes pas cet homme, vous n'êtes plus c'est ce même homme qui a quitté ce pays il y a très longtemps. Donc oui, je pense que même si on est né à La Chaux-de-Fonds et qu'on travaille à Lausanne et quand on retourne à La Chaux-de-Fonds, il y a déjà une nostalgie. Si vous voulez. La nostalgie n'est pas quelque chose de nostalgia d'ailleurs. Oui, il y a une allergie dans le mot, mais l'allergie, elle vous gratte et puis elle vous fait envie quand même de continuer à gratter. Hein. Tandis que dans la mélancolie, il y a vraiment... Il y a davantage la bile noire, si vous voulez. Donc, dans mes livres, je les traite pratiquement toujours, même si c'est encore une fois un cliché, parce que qui n'a pas parlé de la mélancolie et la nostalgie, si vous voulez. Mais on peut le faire d'une manière ou d'une autre. Dans mon livre, dans un langage peut-être poétique, il y a des gens qui trouveront ça justement trop poétique, mais moi j'ai besoin de ça. Alors, Mémoire des cellules, publié en 2017, met en scène Maximilien, critique d'art, envoyé par une revue spécialisée pour un reportage à la Biennale de Venise. Et il y a l'artiste
R, qui y présente son œuvre, une immense piscine de 200 000 litres d'eau. Maximilien est scandalisé par ce qu'il voit, il choisit donc d'entrer en une sorte de résistance contre l'art contemporain et d'anéantir l'œuvre de la jeune femme. Ici, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Alors là, clairement, c'est autobiographique. Le livre n'est pas autobiographique, mais la scène donc R, on sait aujourd'hui que c'est Pamela Rosenkrantz, qui est une artiste très connue, que j'aime beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. Mais sur le moment, c'était vraiment une scène que nous avons vécue. On était 3 couples d'amis à la Biennale de Venise, sous le pavillon de la Suisse, qui est un très beau pavillon japonisant, comme ça, un peu disons, fait par Bruno Giacometti d'ailleurs, de la famille Giacometti. Et nous ne trouvions pas l'œuvre d'art. En fait, le pavillon était vide. Mais finalement, il fallait chercher un peu mieux, parce qu'au fond de la salle, il y avait une pièce qui était remplie d'eau. Et nous avons vu ça, ça durait 3 minutes, et on partait en disant, bah, si c'est ça, quand même, enfin, c'est un peu court, quoi. Mais heureusement, ou malheureusement, ou heureusement pour moi, il y avait une notice qui nous expliquait ce qu'on avait vu. Parce que souvent dans l'art contemporain, vous savez, on passe beaucoup plus de temps à lire qu'à regarder l'œuvre, parce que la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose à voir, mais beaucoup de choses à lire. Et si cet ouvrage est un peu une critique, non pas de l'art contemporain, mais plutôt des curateurs et des gens qui écrivent sur l'art, c'est devenu cela, mais ce n'était pas aussi l'idée. Et quand on a vu ça, l'idée nous est venue de prendre cette notice, d'aller à l'hôtel, d'en écrire une autre, si vous voulez, de faire une blague. Voilà, donc quand il a fallu faire cela, on n'a pas osé. On n'a pas osé changer totalement la notice, mais mon personnage le fait. Et du coup, au lieu d'écrire, disons, une fausse description de cette exposition à la Biennale de Venise en 2015, j'ai créé ce personnage. C'est un peu le début, si vous voulez, de mon personnage Maximilien, qui lui, en fait, voilà, on va dire que c'est mon alter ego, qui dira un peu tout ce qu'il pense de cette façon de faire. Alors, vous évoquez les personnages, hein. Dans Rêver d'Alma, vous écrivez « Alma demeurait fidèle à elle-même, entourée de livres, de philosophie et de revues distrayantes, sans que ce voisinage improbable perturbe son apparent bien-être, comme elle-même était une contradiction de 2 syllabes, Alma, d'univers souvent opposés. » Dans Mémoire des cellules, R interpelle Maximilien. Comment cette femme arrogante, vindicative, mondaine, artiste, capable des pires atrocités dans le domaine de l'art contemporain pouvait être aussi cet être fragile et raffiné? Avant la moindre question, Maximilien pensa au versant masqué de toute existence, ce territoire étroit, subtil, où ne peut vivre que les êtres ayant une double vie. Alors, vous avez évoqué comment naissent certains personnages, hein, s'y rencontrent, c'est ce que vous entendez. Mais comme ici, est-ce qu'il y a cette volonté de dualité pour expliquer quelque chose? Oui, totalement. D'ailleurs, j'ai été invité à beaucoup d'émissions où on commençait par... L'introduction, c'était toujours vous qui n'aimez pas l'art contemporain. Et ils étaient ravis de m'inviter, que ce soit à la radio ou ailleurs, en disant « ravis ». On parlait beaucoup de ça parce que c'était assez sexy de parler contre l'art contemporain. Il y a Yasmina Reza, et puis un film qui est sorti juste l'année d'après qui s'appelle The Square, qui parle aussi de beaucoup de ça. Donc c'est un sujet qui est, on va dire, assez vendeur. Hein. Mais ce n'était pas le but. C'est-à-dire que je me disais toujours que tous ces gens qui nous agacent avec leurs installations, ils doivent être autre chose aussi. Non parce qu'ils ont une formation d'artiste, mais s'ils sont lancés dans l'art, c'est qu'ils ont une certaine sensibilité. Et dans une grande partie de mon livre, on pense que je vais démolir l'œuvre de cette fameuse R, qui est Pamela Rosenkrantz, mais finalement, puisque ce sont 2 romans dans un roman, vous l'avez vu et senti, j'espère, c'est que finalement cette femme a aussi une autre vie. Et celle qui se vend très bien, puisqu'il faut bien manger, boire et payer son loyer. Et puis d'autre part, et je pense que je suis moi-même... Je m'occupe donc de livres anciens, j'ai une galerie d'art, j'ai une vie comme ça publique. Je rentre chez moi, j'écris mes romans, puis je suis peut-être encore quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas parce qu'on est double ou triple ou parce qu'on est hypocrite, disons, on ne fait pas semblant d'être l'un ou l'autre. Mais je crois profondément qu'en nous-mêmes, on n'a non pas une double personnalité, mais on peut avoir une part sombre ou une part de lumière en soi, qui n'est pas forcément négatif ou positif, mais qu'on cultive lorsqu'on publie, lorsqu'on s'expose, lorsqu'on se produit. Mais si on ne le faisait pas, discrètement, on a forcément, en tout cas, une imagination qui est notre deuxième personne. Alors, est-ce que vous pouvez juste évoquer la mère
et l'enfant mort de cette ère, en quelque sorte, cette double vie. Est-ce que vous pouvez juste raconter? Alors, si vous voulez, ça c'était pas un plan. L'idée du roman était que Maximilien déteste cette femme, forcément, parce qu'il n'aime pas ce qu'elle fait. Elle le dégoûte de l'art contemporain. Il décide d'arrêter le métier de critique d'art. Quand il la rencontre, il ne peut pas. Quelque chose le bloque. Le lecteur peut imaginer que c'est simplement parce qu'il est amoureux d'elle, parce qu'effectivement, elle est très belle, ou peu importe comment elle est, mais enfin, elle l'attire. Elle l'attire, mais elle le repousse aussi, puisque ce qui s'attire, ça repousse aussi. Ça. Et cette femme, pour aller jusqu'au bout, disons, pour montrer à quel point cette ère est une femme exceptionnelle, en fait, elle vit avec une mère qui ne bouge pas depuis 5 ans de son lit. Et on apprendra pourquoi, parce qu'il y a eu aussi un choc émotionnel. On apprendra aussi que finalement, R était mère, ne l'est plus, et vit avec le souvenir de cet enfant. Donc quand elle rentre dans son atelier, elle a des albums photos, et lorsqu'elle crée, la mort est partout, si vous voulez. La mort, c'est pas parce que c'est morbide, mais la mort est partout. Et puis en fait, je reviens à la fiction finalement rejoint cette réalité, c'est qu'au début de la Biennale de Venise, cette eau est elle a la couleur de la peau. Et Maximilien s'est demandé au début du roman s'il n'y avait pas un cadavre au fond de cette piscine. Et puis finalement, on découvrira que finalement, quelqu'un qui est mort il y a très très longtemps obsède cet artiste depuis toujours, et elle vit dans le souvenir de son enfant perdu. Et je ne dirais pas pourquoi, parce que peut-être ceux qui n'ont pas lu le livre seraient peut-être intéressés à le découvrir eux-mêmes. Alors j'aimerais juste citer un très beau propos de Rosemarie Pagnard dans Collectionneur d'illusions. Trouver le vrai visage de l'humain est l'affaire de toute une vie, sans aucun doute. On ne peut prétendre écrire une seule ligne, ni dessiner un seul doigt, sans avoir une petite idée personnelle sur l'arrière du masque. Et je trouve que c'est exactement... Mais tout à fait, oui. Disons que là de nouveau, ce n'est pas du tout un roman autobiographique, mais le fait même qu'il se trouve, qu'il se passe, si vous voulez, que la plateforme sur laquelle il est construit, c'est le monde de l'art contemporain, c'est les vernissages, c'est la galerie d'art. Forcément qu'il est très très proche de moi, puisque tous les jours que Dieu fait, je m'occupe de l'art et je m'occupe de présenter des choses aux gens, donc de distribuer, soit de parler des livres anciens, c'est-à-dire en utilisant un ouvrage qui est là, qui est présent, ou alors en présentant quelqu'un qui est vivant, c'est-à-dire dire voici notre artiste et à quoi cela ressemble. Donc, même si moi je m'occupe surtout des livres anciens et Michel s'occupe de la galerie d'art, donc art contemporain. Mais disons que je suis dans ce monde-là, si vous voulez. Je vide tous les jours, je vais dans un endroit qui est entouré de tableaux, et les gens qui viennent pour voir les tableaux. Donc je vois des réactions des gens, si vous voulez, des gens qui sont épatés par un tableau, d'autres qui sont intéressés par le prix, encore d'autres qui demandent quelle sera la cote de cet ouvrage plus tard, etc. Et puis d'autres qui ont beaucoup d'argent, qui pourraient se payer tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sentent strictement rien. Et encore d'autres qui pourraient l'acheter et qui demandent de le payer par mois, par année presque, parce qu'ils ont besoin de posséder une œuvre d'art. Donc oui, il y a de nouveau quelque chose de très personnel, puisque je le sens, mais ça reste de nouveau une fiction, si vous voulez. Alors avant l'ultime et dernière question, un petit exercice de style. Je vais vous proposer quelques citations et je vous laisse me dire ce qu'elles vous évoquent dans l'instant. Alors, d'Elie Wiesel, qu'est-ce qu'un ami? C'est celui qui pour la première fois te rend conscient de ta solitude et de la sienne et t'aide à t'en sortir pour que, à ton tour, tu l'aides à s'en sortir. L'amitié. Oui, magnifique, Elie Wiesel. Oui. C'est d'ailleurs un des premiers écrivains que j'ai lu en français. Est-ce qu'il a eu le prix Nobel, mais peut-être pas pour la littérature, non? Pour la paix? De la paix? Je ne crois pas. Peut-être, non? Je crois qu'il a le prix Nobel de la paix. Dostoïevski. J'ai le plus proche de moi encore. Oui, j'ai pressenti que le pouvoir n'est donné qu'à celui qui ose se baisser pour le prendre. Il suffit d'oser, tout est là. Vous êtes d'accord? D'accord, oui. Alors Dostoïevski, oui, je pense que je le cite aussi dans un de mes livres, parce que il disait aussi que tous les rêves se réalisent. Alors c'est le rêve d'un homme ridicule, je crois. Ah peut-être, je ne sais pas. Tous les rêves se réalisent, mais ils arrivent tellement tard qu'on ne les reconnaît plus. Oui. Et moi, je pense souvent par rapport à ma propre vie, le fait même que de parler français, de m'exprimer dans cette langue, alors que je l'aimais comme enfant, je l'entendais comme des sons. Et effectivement, ça me touche beaucoup. Paul Celan, il est temps que la pierre consente à fleurir. Ah, oui. Et de Marc Agron,
Devant la mort The last imminente, but not least. devant la mort imminente que l'on ne peut séduire ni prier d'aller faire un tour ailleurs, la vie prend soudainement une allure de fête que l'on n'a pas envie de quitter malgré l'heure tardive et bien qu'il ne reste presque plus personne. Je trouve que c'est très beau. Alors, juste encore, question un peu marginale. Vous écrivez dans Carrousel du vent, ce souvenir, c'est accepter de ne pas mourir seul. Il ne lui reste plus qu'à ramasser les miettes et à faire d'elle un pain perdu. L'on pense à tort que les mots se volatilisent et que seuls les écrits restent. Non, c'est l'écrit que l'on peut effacer, détruire, brûler, pas les paroles ni la mémoire, fût-elle défaillante. Vos livres sont-ils meilleurs que vous? Alors vous savez, je pense que oui. D'ailleurs, puisqu'on est dans les citations, il y a Abbé Zindel, que j'aime beaucoup, avait dit en nous habite quelque chose de meilleur que nous. Donc je suis persuadé que chacun de nous, il y a quelque chose de bon, de meilleur en tout cas que nous, mais nous ne l'exprimons pas parce que le monde, parce que la vie, parce que l'économie, parce que la vitesse, parce que la voiture, parce que l'écologie, parce que fait que nous nous présentons différents de ce que nous sommes à la base. Probablement que c'est peut-être un peu naïf, mais disons que je pense que oui, en nous, il y a quelque chose de meilleur que nous. Oui. Et qu'on n'a pas l'occasion d'exprimer toujours. Pardon. Pour l'ultime et l'impossible question, un clin d'œil, Marc Agron. Imaginez au terme d'un chemin de terre neigeux sur lequel s'avancent troupeaux de chèvres et chevreaux tirant leurs traîneaux, dans ce paysage blanc et vallonné sillonné par les eaux de l'Olt, un petit village replié sur lui-même comme oublié du monde, un petit village d'une pauvreté certaine, mais qui à lui tout seul réveille le génie de Bruegel, celui du jeune Chagall, peignant son Wittspest natal. Ici, tout rappelle un temps passé et plus heureux. Tout parle de la joie, aujourd'hui humiliée, peut-être même de la fierté de se savoir appartenir à cette communauté qui dut être prospère, soudée pour le meilleur et pour le pire, enracinée dans la terre ancestrale et marquant de ses jeux colorés son adhésion à l'existence. Très belle page de Gilles Zilberstein dans son ouvrage « Roumanie, prison des âmes », qui résonne presque en écho à ce qu'écrit votre narrateur dans Carrousel du vent. 11 heures du soir, Max est couché, il vient de réciter la prière que sa mère lui avait apprise. Des mots de remerciement, car quand on a tout reçu, on ne demande plus rien, il faut juste rendre grâce à la nature clémente d'avoir permis tout ça. Tout ça, c'est surtout la quiétude, ce cadeau si précieux de la Providence, disait la mère, elle qui avait connu la guerre. Pour vous, Marc Agron, qu'est-ce que le bonheur? Je suis un peu ému parce que par ce que vous avez lu de Gilles Zilberstein, vous savez combien il était important de ma vie, puisqu'il m'a poussé justement à sortir certains livres des tiroirs. Et justement, l'idée du bonheur, je le trouve dans l'idée de remercier, en fait, dans le Candide, justement, il y a cette fameuse scène d'Eldorado, vous savez, c'est un peu long à raconter, mais disons en tout cas, l'idée c'est que lorsque les personnages qui n'ont tout perdu se retrouvent à l'Eldorado et demandent à ceux qui habitent, mais comment faites-vous pour avoir tout ça, et que faites-vous d'ailleurs comment faites-vous pour prier? Je raccourcis vraiment parce que la scène fait une dizaine de pages. L'habitant d'Eldorado dit, nous ne prions jamais, on ne fait que remercier. Alors je dirais le bonheur, je ne sais pas, parce que malheureusement le mot bonheur est lié très souvent au matériel en fait. Hein. Alors les gens sont en général très heureux quand ils sont matériellement très, très bien implantés. Mais peut-être, je crois que c'est vraiment une question de bien-être, devant un paysage, devant un ciel extraordinaire. Je dirais, évidemment, si on sait que les gens qui nous entourent sont bien. Pour ma part, le bonheur, c'est que si je vois que les gens qui m'entourent vont bien. Donc, que ce soit mes enfants, ma famille, ceux avec qui je vis vraiment, s'ils sont bien, ma femme, mes frères et sœurs et vraiment mes voisins. Et je me dis, ça me rend heureux. Alors je me dis, ça c'est le bonheur. Mais ce n'est pas parce que je me trouve dans un très beau chalet ou parce que je suis entouré d'une bouteille de champagne. C'est vraiment le bien-être est comme ça, il est physique, mais il est vraiment il est un peu spirituel dans mon cas aussi. Alors, à l'issue de cette rencontre, j'aimerais, Marc Agron, vous remercier du fond du cœur, au nom de tous, pour ce moment de partage.
Votre œuvre témoigne du destin de personnages qui parlent de vous, un peu de nous, aussi de l'homme. En retour, vous êtes venu parler d'eux et de cet engagement qu'est l'écriture. En reconnaissance et pour faire écho aux certitudes de Max monté sur le carrousel du vent, ce souvenir, c'est accepter de ne pas mourir seul. Je vous offre ces voix chères au poète Constantin Cavafy, voix idéales de ceux qui sont morts ou de ceux qui pour nous sont perdus comme les morts. Parfois elles nous parlent en rêve, parfois notre cerveau les perçoit en pensée, et avec leur écho, pour un instant reviennent des notes de la première poésie de notre vie, comme dans la nuit, une musique lointaine qui s'éteint. Marc, un grand merci. Merci infiniment, vraiment. Merci beaucoup.